Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la saison 2 de la série House of the Dragon. Avec un accent toujours aussi dégueulasse, mais avant toute chose, revenons sur les événements qui se sont déroulés lors de la première saison. Alors grosso merdo, on a Viserys de la lignée des Targaryens qui fait face à sa cousine Rhaenys dans le but de savoir qui c'est qui régnera sur le trône de fer. Sans surprise, Viserys sort vainqueur de... Comment ? Si c'est pas un peu misogyne ? Bah si. Blague à part, je trouve cette scène très pertinente, surtout en prenant en compte tout ce qui se passe tout au long de la série, mais on en parlera un peu plus tard. Après la mort de sa femme, et donc dans l'incapacité d'avoir un fils qui serait forcément déclaré héritier légitime au trône, le roi Viserys se tourne vers sa seule et unique fille, Rhaenyra, âgée alors de 14 ans, et la déclare officiellement héritière. Cette dernière a une amie, Alicent Hightower, qui est la fille d'Otto. Ce dernier, en plus d'être la main du roi, est 5e dan dans le domaine de la saloperie. Mais quand je te dis saloperie, je te parle du genre à pousser sa propre fille de 15 ans... Combien ? Oui, de 15 ans, à fricoter avec le roi pour qu'elle puisse enfanter et lui offrir un mâle alpha qui héritera du trône. Hop, je te vois venir. Accorde-moi 2 minutes avant de dégobiller. Est-ce que t'as déjà entendu parler de Daemon, un gars avec un charisme indiscutable, mais qui a une certaine tendance à taper dans le tapin? Bon, tu me diras, c'est la routine à Port-Réal, tu connais. Mais v'là-t-il pas qu'un jour... Après qu'Alicent devient officiellement reine, Daemon emmena l'ex-héritière Rhaenyra dans un bordel. Ouais, dans un bordel. Et là, tu te dis très certainement, bah après tout, elle a 14 ans, il a 48 ans, c'est bon, ça va. C'était Alicent, maintenant c'est Rhaenyra, on a fini par s'y faire. Et j'ai envie de te répondre, certes. De quoi? Mais non, pas certes, non, qu'est-ce que je raconte moi? Bref, Daemon, je te le donne en mille, c'est le frère du roi. Autrement dit, l'oncle de Rhaenyra. Voilà, là on est d'accord. Voilà, c'est bien, en rythme le vomi. On respire et surtout on garde la cadence. Puis, quelques années plus tard, après de multiples complots et autres trahisons, le roi Viserys meurt et dans son dernier souffle, évoque Aegon le Conquérant, ce qui provoque alors un malentendu vis-à-vis d'Alicent, qui pensait que ce dernier faisait référence à leur fils Aegon, en le désignant comme héritier au trône, tandis que de son vivant, le roi a insisté pour que, quoi qu'il arrive, l'héritière et resterait sa fille Rhaenyra. Cette dernière a appris alors que le trône lui est passé sous le nez, et... sachant qu'en refusant de reconnaître Aegon comme roi, elle risque de provoquer une guerre. C'est pourquoi elle envoya ses fils, Jaehaerys et Lucerys, en tant que messagers dans le but de créer des alliances. Malheureusement, Lucerys se prit les pattes dans ce qu'on appelle le timing, puisqu'il tomba pile poil sur Aemon, l'un des fils d'Alicent, qui l'eut mauvaise et qui réclama vengeance sous prétexte que monsieur s'est fait crever l'œil. Truc de gamin, j'y crois même pas quoi. Et c'est suite à une poursuite à dos dragons et une perte de contrôle des prédateurs, qui privilégièrent leur instinct naturel au détriment de leur obéissance vis-à-vis des dragonniers, que Vhagar fait des confettis de Lucerys et son dragon sous le regard impuissant d'Aemond. Et c'est suite à cette nouvelle qui arriva jusque Rhaenyra que la saison 1 se termine, présageant une guerre sans merci, guerre qui serait tout de même déclarée sur un malentendu et des caprices de gamins. Alors, pour les plus attentifs d'entre vous, j'avais souligné le fait que je trouvais très pertinente la scène où l'on voit la défaite de Rhaenys face à Viserys. Et c'est tout simplement parce que malgré le fait que le royaume soit gouverné par un roi, donc un homme, et qui plus est un poil trop gentil, j'ai ressenti que les femmes, dont Rhaenys, avaient un grand rôle à jouer, notamment en mettant en avant le côté maternel, avec ses nombreuses scènes d'accouchement, mais aussi par cette volonté de vouloir prendre les choses en main de par leur autorité. De plus, j'ai trouvé la rivalité entre Alicent et Rhaenyra très intéressante, dans le sens où on n'a pas cette espèce de rivalité manichéenne, où on a vite tendance à prendre le parti de telle ou telle personne. Tandis que là, bien au contraire, elles ont toutes les deux des raisons d'agir telles qu'elles le font. Et, sans déconner, aujourd'hui encore, si on me demandait dans quel camp je voudrais me ranger, je prendrais quelques semaines de réflexion avant de pouvoir donner mon avis. Bref, une première saison aux petits oignons, digne de son prédécesseur, Game of Thrones, toujours le même accent, c'est cadeau, avec une réalisation soignée et des acteurs tout aussi talentueux et convaincants les uns que les autres. Autant dire que j'avais hâte de voir la saison 2 et... ça tombe plutôt bien, puisque le hasard fait tellement bien les choses que j'ai pu visionner le tout premier épisode de cette nouvelle saison. Et... assieds-toi, faut que je te parle. Donc l'épisode démarre au nord et plus précisément au mur, qui permet de se protéger de la neige et des sauvages, mais surtout de la mort. On retrouve Jaehaerys qui tente d'allier le nord à sa cause et qui réussit à obtenir une réponse favorable. Quand soudain, un message en provenance directe de Père Dragon arrive, et là...
En parallèle, on a Daemon qui fait part de sa volonté de tuer Vhagar, le plus grand de tous les dragons, ainsi que son dragonnier, Aemon, à l'aide de Rhaenys, et ainsi faire d'une pierre deux coups en se vengeant de la mort de Lucerys. Rhaenys, quant à elle, a des doutes concernant la mort de Lucerys, dans le sens où, comme pour sa fille Laena, la nouvelle venait d'un message envoyé par Corbeau, mais n'a pu avoir confirmation qu'après avoir vu sa dépouille. Et c'est vrai que, je l'ai pas souligné dans la première partie de cette vidéo, mais moi aussi j'ai eu des doutes. Je me suis dit qu'il est possible que Lucerys ait survécu contrairement à son dragon. Le souci, c'est que j'ai vu et revu la scène, et j'ai du mal à croire qu'il aurait pu survivre ne serait-ce que suite à sa chute, même en atterrissant dans la flotte, si on part du principe que Vhagar a pris soin de grailler le dragon en épargnant le dragonnier. Daemon accuse alors le coup en soulignant le fait que rien de tout cela ne serait arrivé si Rhaenys avait fait tout cramer à Port-Réal lorsqu'elle en a eu l'occasion. Ce qui n'est pas totalement faux. Puis, tandis que Corlys Valerion apprend de la part de son bienfaiteur que sa flotte est immobilisée pendant plusieurs semaines, du côté de Port-Réal, le roi Aegon, lui, apprend que son règne ne fait pas l'unanimité et que ses demandes d'alliance font chou blanc, sous le regard entre autres du futur roi, son fils Jaehaerys, et sa mère Alicent, qui s'est fait examiner le chou rouge par Criston. On a là une opposition entre le roi qui a l'air de s'en tartiner le fion de ce que pourrait faire Rhaenyra, et Alicent qui souhaiterait éviter le conflit. Et c'est après l'arrivée d'Aemond qu'Otto, la main du roi, suggère de ne pas agir et de croire en de possibles alliances. Ce qui n'arrivera très certainement pas puisque les protagonistes de cet univers ont une certaine tendance à faire bande à part, à la recherche de problèmes divers et variés. Alicent croise alors Larys, qui a l'air de nous faire une petite crise de jalousie. Alors, pour celles et ceux qui ignorent qui est Larys, disons que... Bon, tout à l'heure je vous parlais d'Otto, qui avait un talent incomparable dans le domaine de la saloperie. Pour ce qui est de Larys, on est face à un fétichiste des pieds qui prend un malin plaisir à rendre service à la reine, mais pas forcément de la manière qu'elle l'aurait souhaité. Bon, je vais vous donner un exemple. Et pour cela, mettons-nous en situation. J'ai pris soin de m'occuper de lui, votre majesté. comment? Qu'il vienne s'exprimer et vous donne sa version des faits? La version des faits. Vous voulez dire que... Ah, mais lui non plus, je ne devais pas le tuer? Non, parce que moi je vous explique. Je l'ai fait pendre au bout d'une corde, bon, juste au-dessus d'un feu de bois parce que j'adore les entendre essayer d'hurler de douleur, mais qu'aucun son n'arrive à sortir, vous savez, avec la corde qui vous serre le... Veuillez pardonner le misérable être que je suis, ça ne se reproduira plus, je puis vous l'assurer. Sinon, ce soir, y aurait moyen que je vous reluque les pieds ou comment ça se passe? on retrouve ensuite une Rhaenyra abattue qui se rend en bord de mer pour y découvrir les restes du dragon de Lucerys, avec la crainte de tomber sur le corps inerte de ce dernier. En passant, on a un des figurants qui a l'air de prendre son rôle très au sérieux et qui joue la frayeur à la perfection. Puis on a le défilé des Pécores, qui font part de leur réclamation au roi. Et force est de constater qu'il porte bien son nom de roi magnanime, puisqu'il semble très à l'écoute et fait preuve de grande générosité. Mais c'était sans compter l'intervention de la main, qui lui fait plus ou moins comprendre qu'un roi se doit d'être intransigeant. Et en voyant ça, Larys fait part de son mécontentement auprès du roi, qui n'est pas perçu à sa juste valeur par le peuple, et lui tend subtilement une perche pour lui faire passer un message. Otto fut la main de feu roi Viserys. Vous n'êtes pas forcément obligé de garder le même, votre majesté. Comment? Moi? La main du roi? C'est trop d'honneur, voyons. Dites-moi, votre majesté, est-ce que vous aimez les pieds? Pendant qu'Alicent fait part à son père de la crainte qu'elle a par rapport à ses enfants qui ne l'écoutent pas et privilégient les paroles de la main, qui, tout comme sa fille, exige une victoire mais qui ne sera pas sans conséquence, on assiste aux retrouvailles entre Daemon et Mysaria, surnommée le Ver Blanc, qui est considérée comme traître et mise au cachot, mais qui aura l'occasion de retrouver sa liberté si elle accepte de jouer les espions. Par la suite, Rhaenyra fait son retour et fait comprendre à Daemon qu'elle a vu ce qu'elle voulait voir. Autrement dit, la preuve que son fils Lucerys est bel et bien mort. Le problème que j'ai, c'est qu'à moins d'avoir regardé les yeux fermés, on est d'accord qu'à part un bout de tissu, qui devait sûrement être la cape ou un truc du genre que portait Lucerys, on a que dalle qui prouve quoi que ce soit. Cette histoire commence sérieusement à me foutre des doutes. Du coup, plus rien n'a d'importance pour Rhaenyra, hormis le fait de lui apporter Aemond. Je veux la mort de Aemond Targaryen. I want Aemond Targaryen. Donc, si on résume, Lucerys a crevé l'œil d'Aemond, Aemond a voulu en faire autant, mais son dragon l'a devancé et l'a déchiqueté. Alors, ma petite théorie, Rhaenyra va réussir à capturer Aemond et va vouloir le filer à son dragon pour le becter,
quand soudain... A son tour, Jacaerys revient à Père Dragon, où ont lieu des retrouvailles déchirantes, tandis qu'il tente de faire son rapport malgré la disparition de son frère. Et on a une scène qui montre une fois de plus qu'Alicent reste attachée à Rhaenyra, et que malgré la situation, elle compatit pour ceux qu'elle doit considérer comme ennemis. Bon, il y a aussi le côté maternel qui fait qu'elle est consciente que perdre un enfant, c'est quelque chose de douloureux. Puis Daemon retourne à Port-Réal, en exigeant de la part d'un chasseur de rats la mort d'Aemond, tandis que ce dernier fait part de son projet à Criston, à savoir celui de rallier les autres par la force. Ensuite, on a Criston qui tente de défendre Alicent, de par son affection pour elle, en affirmant qu'elle a bon cœur, ce qui est plutôt une forme de faiblesse pour Aemond. Otto intervient alors et affirme qu'il serait désobligeant d'apprendre que des projets soient menés sans l'approbation du roi et de la main. Après avoir traversé les tunnels de Mégor, le chasseur de rats et son compagnon de route tombent sur la salle du trône, où l'on peut voir quelques chevaliers en pleine réflexion à la recherche d'un surnom qui collerait au caractère du roi. Et là, t'as pas cette pisseuse de chasseur de rats qui l'a tellement mauvaise de s'être fait remettre en place par son compagnon de route qu'il faut un gros chassé au chien. Petit fils de pute. Une fois arrivé dans la salle où se trouvaient auparavant Aemond et Criston, le chasseur tombe sur un genre d'illustration peinte au mur, qui semble bien lui foutre les jetons. Alors je ne sais pas si on aura plus d'informations à ce sujet plus tard, mais n'hésitez pas à balancer vos théories en commentaire. On en vient alors à cette scène qui en a choqué plus d'un et qui est celle de la décapitation du futur héritier. D'après le chasseur, la reine a volontairement désigné son fils lorsqu'ils lui ont demandé quel enfant était le garçon parmi les deux. Je me suis posé la question et j'ai aucune idée de pourquoi elle l'a sacrifié lui et pas sa fille. Est-ce qu'elle a plus d'affinité avec sa fille que son fils? Ou peut-être qu'elle a pris cette décision pour éviter à son fils un destin qu'il n'aurait pas choisi, à savoir régner sur le trône. Encore une fois, si vous avez des pistes, je vous invite à profiter de l'espace commentaire pour nous en faire part. Et l'épisode se termine avec la reine qui s'enfuit avec sa fille et qui tombe sur Alicent et Criston qui... Qu'est-ce qui est le plus traumatisant? Assister à la mort de son fils, voir sa belle-mère se faire culbuter par un chevalier... Je passe mon tour. Alors, même si, excepté quelques événements, il ne se passe pas grand-chose dans la globalité de l'épisode, et que je l'ai surtout vu comme un genre d'épisode récapitulatif pour nous rappeler les points essentiels et pouvoir nous remettre dans le bain, j'ai vraiment aimé ce premier épisode puisque, en plus de retrouver avec joie tous ses protagonistes, il met en place pas mal d'éléments de base en termes d'intrigue. J'ai aucune idée si ma phrase est française, mais vous avez compris. De plus, on se pose beaucoup de questions, et ce qui est cool avec cet univers, c'est qu'on est très souvent surpris, voire choqué par la tournure que prennent les choses. Sans compter que j'ai trouvé ça cool de voir un roi à l'écoute des autres, surtout que quand on le voit dans la saison précédente, tu t'attends pas forcément à ce qu'il prenne cette voie. Et c'est pas plus mal, puisque j'avais peur qu'on ait un Joffrey bis, même si au fond ça ne m'aurait pas plus dérangé que ça. Il faut aussi souligner le fait qu'il y a certains passages assez comiques, notamment avec la reine complètement aux fraises, ou encore le fils du roi qui fait mumuse avec l'un des conseillers. Et je trouve que ça apporte une certaine légèreté avec tous les drames qu'il y a autour. Niveau CGI, j'ai eu un peu de mal avec le dragon de Rhaenyra quand il se trouve sur la plage. Mais dans l'ensemble, c'est toujours aussi bien foutu. En conclusion, très bon épisode, hâte de voir la suite, notamment la réaction du roi en apprenant la nouvelle, et peut-être qu'il apprendra que c'est sa femme qui a pris la décision de sacrifier leur fils et qu'il lui en voudra. Sans parler de la tronche que va tirer Daemon en apprenant que la victime n'est pas Aemond. Mais on en reparlera dans les prochaines reviews. D'ici là, merci d'avoir regardé cette vidéo, à très vite pour la suite, et comme d'habitude, abonnement, commentaire, pouce en l'air, pas de galère, je te laisse faire. Ciao!